Mais au Québec, on est arrivé avec une loi qui a énormément de mordants aussi. Ceci étant dit, ça nous a laissé la chance dans les dernières années, parce qu'on en a parlé quand même passablement beaucoup, et ça nous a donné une chance de pouvoir se positionner puis de regarder d'un autre œil comment on peut procéder à cette démarche-là au sein d'un concessionnaire automobile. Salut tout le monde, bienvenue officiellement à ce tout premier épisode, saison 1, épisode 1 du balado Automédia. Mon nom est Jeff Breton et aujourd'hui, en fait, pour commencer cette toute première saison de balado, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. C'est que chez Automédia, bien évidemment, on rencontre à chaque mois un paquet de personnes ultra intéressantes, ultra pertinentes aussi pour nous parler de ce qui se passe dans l'industrie de l'automobile au Québec. Et on s'est dit qu'en 2023, au-delà du dossier papier, au-delà de l'écrit, on voulait aussi apporter nos invités en vidéo, en audio. Donc voilà, c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui et on accueille la nouvelle année 2023 avec un sujet extrêmement important qui est la nouvelle loi 25. En fait, nouvelle, il y a déjà certains morceaux qui sont en application. Il y en a d'autres qui vont entrer en vigueur cette année, l'année prochaine aussi. Et donc, notre invité pour cette toute première édition du podcast Automédia, Carl Boyer de la compagnie Infra Info. Comment ça va, Carl? Ben écoute, ça va super bien. C'est un privilège pour moi là, de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. De faire partie de ton équipe pour Automédia, l'épisode 1, version 1. Donc, je suis très heureux d'être là pour la première année, la première épisode. C'est un privilège pour moi, j'apprécie énormément. Ben, je suis content que tu aies accepté l'invitation parce que, en fait, pour mettre un petit peu de contexte, là, cette discussion-là fait écho d'un lunch qu'on a eu ensemble il y a déjà une couple de mois, avant les fêtes, en fait, et dans lequel tu m'as parlé de la loi 25 et de tout ce que ça allait impliquer au niveau des opérations, au niveau du day-to-day pour les concessionnaires automobiles. Et il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses très importantes, en fait. Et c'est là que j'ai tout de suite eu envie de m'assurer que le plus de gens possible entendent ce que tu avais à dire et ce qui s'en vient par rapport à cette loi-là, parce que ça demande quand même beaucoup de préparation puis beaucoup de travail en amont avec les deadlines qui sont impliqués. Exactement. Puis, tu sais, il faut comprendre une chose, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas avocat. Ça fait 2 ans qu'on travaille de front pour mieux comprendre ce qui se passait au préalable avec le projet de loi 64 qui est devenu la loi 25 par conséquent. Mais il faut comprendre une chose, c'est que durant les 2 dernières années, on s'est affairé à mieux comprendre ce qui se passait justement avec le contrôle des données, la modernisation des renseignements personnels dans différents secteurs d'activité. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, à force de se plonger, on a nos propres juristes qu'on a consultés et les différents intervenants dans les différents secteurs d'activité que l'on couvre, là, qui est autant le domaine automobile que le domaine de la santé et le domaine du pétrole et les autres. Donc, OK. Fait que dans le fond, la loi 25, justement, t'en as glissé un petit mot. Si on résume ça en quelques mots, là, c'est vraiment une loi qui s'attaque au dossier de la protection de la vie privée, de la protection des données des consommateurs, donc des clients qui se présentent en concession ou qui font affaire avec une entreprise d'une certaine façon. Donc, depuis le 22 septembre dernier, donc 2022, le gouvernement du Québec oblige toute entreprise opérante au Québec, autant les villes, les municipalités et les organismes, à se conformer à ce qu'on appelle la modernisation des renseignements personnels, donc la loi 25. Donc, à partir de là, il y a un paquet de critères, il y a un paquet de facteurs qui sont à tenir en compte. Il y a vraiment des étapes très, très spécifiques à venir accomplir dans des délais qui sont vraiment régis là, sur l'année 2022, 2023 et 2024. Donc, pour les 3 prochaines années. Parfait. Justement, parlons-en un petit peu de ces délais-là. Il y a certaines choses, comme tu l'as dit, qui sont entrées en vigueur déjà à l'automne dernier. C'était une petite première étape. Il y avait une belle prémisse, mais disons le gros, pour me passer l'anglicisme, le gros chunk, le gros morceau où il y a vraiment du travail à faire et une certaine analyse puis des démarches assez sérieuses à faire que ça se passe pour cet automne, pour cette année en 2023. Oui, effectivement. Et tu sais, il faut comprendre que le Québec a été
la première province canadienne à implanter une loi sur la protection des renseignements personnels au niveau du privé, si je me souviens bien, qui date de 1994. Donc, il y a une modernisation qui devait aussi se faire au travers de tout ça, malgré l'ensemble des lois qui sont du côté canadien. Il y en a aussi du côté européen, le RGPD, là, qui a fait ses traces dans les dernières années. Et on peut se référer à certaines choses qui ont été faites dans différents secteurs d'activité, dont le domaine automobile du côté de l'Europe, qui les a amenés à se conformer. Mais du côté de la loi actuelle, il faut comprendre une chose. Comme j'ai mentionné, je ne suis pas juriste, mais l'objectif principal du gouvernement, c'était d'implanter une culture autour de tout ce qui touchait les renseignements personnels. Il faut comprendre une chose, il y a eu énormément de scandales qui ont passé sous nos yeux dans les médias. Il y en a qui ont fait la manchette. On peut parler de Desjardins, on peut parler de Capital One, d'Equifax, et Google, pas Google, mais Cambridge Analytica. Donc, à partir du moment où il a commencé à avoir de plus en plus de problématiques dans les entreprises, le RGPD aussi, de leur côté, ont fait les démarches pour justement implanter plus de mordants à leur loi. Mais au Québec, on est arrivé avec une loi qui a énormément de mordants aussi. Ceci étant dit, ça nous a laissé la chance dans les dernières années, parce qu'on en a parlé quand même passablement beaucoup, et ça nous a donné une chance de pouvoir se positionner puis de regarder d'un autre œil comment on peut procéder à cette démarche-là au sein d'un concessionnaire automobile. Parce que ce qui est demandé dans la première année, et je demande aux gens là, d'aller se référer à la boîte à outils, soit de la CCAQ, pour ceux qui en sont membres, mais aussi de se référer à leur juriste. On parle d'indiquer qui est la personne ressource, puis là, c'est grosso modo, comme je vous ai mentionné, là, mais de mentionner la personne qui est en charge de la gouvernance des données, de l'indiquer de façon appropriée sur le site web et de faire en sorte que on puisse être en mesure de joindre cette personne-là de façon adéquate, qui était l'étape numéro 1. La deuxième étape, si je vais avec ma mémoire, là, rapidement, grosso modo, il y avait à mettre un registre en place en cas d'incident et de garder une copie de ce registre-là qui pouvait être demandé à n'importe quel moment par la Commission d'accès à l'information. Les étapes subséquentes de tout ça, c'est que si un incident se produit à l'interne, de s'assurer de colmater la brèche rapidement, s'assurer aussi d'encadrer les clients qui ont été impliqués dans cet incident-là, mais aussi de faire en sorte, dans la visite de la Commission de l'accès à l'information, s'il y avait des renseignements personnels qui avaient été atteints. Et là, il y a peut-être d'autres étapes là, que... Ben ça, justement, donc là, on parle de ce qui est entré en vigueur en 2022. Et on a ici sous les yeux, justement, la boîte à outils de la CCAQ, là, d'ailleurs, qu'on invite. Tous les concessionnaires l'ont déjà reçu techniquement par courriel et ainsi de suite. Ceux qui sont membres, à tout le moins. Donc, effectivement, c'est un excellent outil qui donne un bon portrait de qu'est-ce qui s'en vient, à quelle date et un peu qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça concrètement, quelles sont les mesures à prendre. Fait que si on résume le septembre 2022, pour être certain d'avoir rien oublié, il y a justement la nomination d'un responsable de la protection des renseignements personnels, de l'indiquer sur le site web et compagnie. Il y a le volet incident de confidentialité que tu viens de mentionner, qui est justement le bout où est-ce qu'on doit en être conscient, et il y a comme toute une feuille de route ou une liste d'étapes à franchir lorsqu'on constate qu'il y a eu un incident à ce niveau-là. Communication de renseignements personnels dans le cadre d'une transaction commerciale, septembre 2022, et communication de renseignements personnels à des fins de recherche, septembre 2022. Fait que ça, c'est dans la liste des exigences là, au niveau de l'automne, c'est ce qu'on a dans le document. C'est ce qui était d'un côté assez simpliste pour mettre la table et établir les démarches qui vont suivre dans un prochain futur. On ne se le cachera pas, là, aujourd'hui, puis tu sais, c'est pas d'être, je cherche le terme, là, c'est pas de dramatique. Alarmiste. C'est pas alarmiste. Ouais. Il faut pas être alarmiste avec les concessionnaires automobiles. Il y a du travail à faire, c'est clair. C'est des choses qui se font très bien. Il faut juste s'y prendre de la bonne façon. Et il y a d'autres secteurs d'activité aussi, il faut s'y prendre de la bonne façon. Et il n'y en a pas de recette gagnante. Et la chose qui, je pense, est importante à la base, c'est de comprendre que
les données personnelles qui circulent dans un concessionnaire, c'est pas simplement que des données personnelles qui vont être au niveau numérique, mais il y a aussi des données personnelles qui circulent au niveau physique. Il y a des dossiers, il y a de l'information qui circule au travers d'un concessionnaire puis qui passe entre les mains de certains individus. Puis on se comprendra, aujourd'hui, et je pense que c'est Reuters qui l'a dit, c'est 80% de tous les incidents qu'il peut y avoir comme renseignement personnel qui proviennent de l'interne. Et on regarde ce qui s'est passé avec les différents joueurs que je t'ai parlé tout à l'heure où il y a eu des incidents et des scandales. C'est souvent quelqu'un à l'interne qui est impliqué dans le processus. Donc, il serait simple de dire on plante un outil dans le réseau parce que tu connais nos automatisations, pardon, ouais. Et tu connais les outils qu'on est capable de développer et d'arriver à avoir de l'information qui nous permet de savoir y a-t-il un permis de conduire qui traîne? Y a-t-il un document de crédit qui traîne? Ça, c'est beau le faire en ligne, c'est une chose. Mais quand on tombe dans la vraie réalité puis qu'on a déjà travaillé dans les concessionnaires, comme on le fait depuis 15 ans, tu le sais toi aussi, à ton quotidien, ben, on voit ce qui se passe en concession, on voit ce qui se passe aussi dans d'autres secteurs d'activité. Ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Il n'y a personne qui est bon en ce moment, tout le monde est à améliorer. Puis le but, c'est d'implanter une culture de renseignement personnel pour justement protéger le citoyen, avoir une meilleure crédibilité dans les différents domaines et surtout faire en sorte de penser aux générations qui vont suivre, qui vont avoir aussi à dealer avec tout ça. Okay. Donc, c'est une excellente nouvelle en soi. Puis, il y a plein de côtés positifs à ça. C'est juste que là, on n'a pas parlé encore. Non, c'est ça, exactement. Mais, quand tu dis tout le monde est amélioré, il y a personne qui est parfait par rapport à justement à être vraiment bien rodé puis avoir tous les systèmes en place à ce moment-ci au niveau de cette nouvelle loi-là et de ses exigences. Parle-moi un petit peu parce que avec Infra-Info, avec ton équipe, ouais. Vous assistez des concessionnaires, vous les aidez justement à faire le tour, à faire un premier portrait, un état de la situation exact. Et justement à prendre les mesures qui doivent être prises pour justement que tout soit régularisé. C'est quoi les plus grands défis selon toi pour les concessionnaires automobiles qui veulent, qui doivent se conformer et qui doivent le faire notamment sur plusieurs points au courant de la prochaine année? C'est où les endroits là, que tu constates le plus fréquemment qu'il y a du travail à faire, là, qu'on est encore, on a un certain nombre d'étapes à franchir avant d'arriver à destination, disons? Ben écoute, dans le domaine automobile, il y a une culture qui est là depuis de nombreuses années. Il y a énormément de fournisseurs de services tiers indépendants, autant au niveau du Canada que des États-Unis, qui transigent avec le Québec, puis opèrent avec le Québec. Que ce soit des DMS, que ce soit les sites web, que ce soit les CRM, les différents outils qui sont là, qui gravitent autour du concessionnaire. Tu as aussi des fournisseurs de services de SMS qui sont là. Donc, tu as un paquet de fournisseurs de services qui sont là dans le domaine automobile, qui gravitent alentour d'eux, qui ont énormément de données entre les mains, parce qu'il y a un échange d'informations qui est fait. Donc, d'être capable d'avoir une vision de l'information, c'est pas simplement planter un mouchard dans le parc informatique. Je viens du domaine de la cybersécurité à la base, des infrastructures, de la gestion. Et de planter ça dans un parc puis de scanner ça, oui, on va avoir une bonne idée, un bon visuel de tout ce qui peut toucher la cybersécurité par rapport à ce qui s'est passé au niveau du numérique. Mais tout ce qui se passe sur le terrain, on n'a pas le pouls. Et tout ce qui se transige et ce qui se fait comme échange entre les différents fournisseurs, c'est là aussi qui est un enjeu majeur. Parce que il y a aussi les employés. Il y a aussi les personnes qui ont à échanger de l'information. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, de faire une transaction automobile où on t'a demandé, puis tu m'as envoyé ton permis de conduire, puis tu l'as envoyé sur le SMS? Ben oui, par texto au compte. Ben oui. Bon. Particulièrement, j'ai l'impression, là, j'ouvre une parenthèse là-dessus, mais dans les dernières années, justement, avec le fait que l'achat à distance et ainsi de suite, la pandémie qu'on vient de traverser,
pas mal certain que, sans dire que c'était la norme, mais ça a dû être quelque chose d'assez fréquent, là, où est-ce qu'on essayait d'être à distance puis de s'envoyer des communications par les moyens du bord. Il faut pas critiquer le domaine, faut pas critiquer non plus les gens, peu importe le domaine d'activité dans lequel ils sont, parce que les gens ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient, au meilleur de leur connaissance à partir de ce moment-là. Et on est tombé dans une situation où il y en a qui ont voulu tirer leur épingle du jeu. C'était pas évident, sont allés avec les moyens du bord. C'est pas tous les concessionnaires automobiles qui sont des catégories 1, qui ont énormément de revenus et qui sont en mesure de pouvoir se payer ou adopter quelqu'un qui va les épauler dans leur opération. Donc, il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'il y a un côté noir à tout ça. Tu sais, on parle souvent du dark web. Ben, tu as le dark web où qu'aujourd'hui, c'est comme eBay, c'est comme Alibaba. Les gens ont leur profil, les revendeurs et les acheteurs ont leur profil à eux. Tu retrouves des informations personnelles, des armes, tu retrouves de la drogue, tu retrouves un paquet de choses, tout transgenre Bitcoin, puis c'est difficilement retraçable. Et la barrière est de faire en sorte que le côté physique et le côté digital, le côté physique et digital, on va inverser les deux côtés, mais est nécessaire dans cette analyse-là. Puis on a pris les 2 dernières années pour s'affairer à mieux comprendre. Il faut comprendre une chose. La CNESST, les gens ont tous un comité à l'interne chez eux. Mais le comité de gouvernance des données, il est fondamental parce que c'est un amalgame de connaissances, d'expertise et de gens qui connaissent le milieu, mais autant les employés que la direction, qu'un gars de TI, que le juriste qui travaille avec nous au quotidien. Chaque concessionnaire a son avocat et c'est fondamental. Donc, le fait d'avoir un groupe, un comité qui est en place, c'est la première chose qui, je crois, est fondamentale pour après ça dire, voilà, on a le comité d'établi. Quand on va avoir des décisions à prendre sur les analyses qui vont avoir été faites, les analyses que nous, on procède, autant au niveau physique que digital, à partir de ce moment-là, on va émettre un rapport qui va permettre qu'on puisse accompagner le concessionnaire et son comité dans ce processus-là pour venir colmater les endroits ou corriger les endroits. Écoute, là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je veux revenir avec toi. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là. D'une part, donc, ce que je retiens là, notamment, c'est que tu dois autant analyser le volet numérique, donc tout ce qui est justement les différentes bases de données qui sont plus ou moins interconnectées, absolument pas centralisées, donc qui sont à différents endroits chez différents fournisseurs, tout cet écosystème-là qui doit être géré d'une certaine façon. Et tu as le monde physique, tu as les employés, tu as les dossiers papier, tu as les permis de conduire d'un texto du vendeur, l'ensemble de tout ce qui se passe justement au niveau auprès des humains qui travaillent en concession. Fait que c'est vraiment les 2 gros volets qui font l'objet de votre analyse dans le fond. Fait que je veux revenir sur justement, une fois que ça c'est identifié, là, au niveau il y a vraiment une cartographie générale à faire sur l'ensemble de l'œuvre. Fait que ça c'est les premières étapes, dans le fond. On fait le comité, on se dresse un comité à l'interne. Si je me trompe pas, je pense que dans la boîte à outils de la CCAQ, encore une fois, on en parle. Hein, donc, on l'a mentionné. Du comité, puis de un peu les différentes expertises ou les différents départements qui doivent être représentés dans ce comité-là. Fait une fois que ça c'est fait, après ça, donc la prochaine étape, ce que tu me mentionnes là, c'est vraiment de faire une cartographie complète. Donc, c'est de faire un scan. Vous faites un rayon X là, de l'ensemble de comment ça se passe dans ce concessionnaire-là au niveau des informations qui circulent. Exact. Et le travail qu'on a fait, qui a commencé l'an passé avec les différents concessionnaires et dans d'autres secteurs d'activité, on a passé chez le concessionnaire et puis on a rencontré les différents départements. On a posé des questions. On a posé des questions à la direction. Qui a accès aux archives? Est-ce la personne de ménage qui travaille avec vous a signé une entente de confidentialité? Avez-vous la liste des employés qui travaillent avec la compagnie de ménage? Ça va aussi loin que ça comme information, à savoir, est-ce que du côté du concessionnaire, il y a moyen de rendre imputables les personnes qui vont être coupables des actes et des gestes qu'ils vont faire? Parce que envers le client, quand il arrive une situation de ce genre-là, c'est facile de pointer du doigt. Donc, le but, c'est d'être capable aussi de retracer s'il y a un incident de sécurité qui a été commis. Donc, à partir de là, si tu
procède pas une cartographie générale de l'ensemble, autant du parc au niveau physique que numérique, c'est impossible d'avoir de l'information. Parce que si je pose une question fort simple comme celle-là, est-ce que toi, de ton côté, c'est un téléphone qui est fourni par l'organisation ou c'est un téléphone qui est ton téléphone personnel? Moi, je ne sais pas les applications que tu as d'installer dans ton téléphone. Je ne sais pas à qui tu as autorisé dans les autres applications accéder aux photos de ton téléphone. Quand tu m'as envoyé une photo là, sur ton permis de conduire, c'est jusque-là, ça va. Donc, ça peut être très, 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 très légitime de poser cette question-là, mais tu ne le verras pas avec un scan. Ouais, je comprends. Autant la contrôleur ou la personne ressource qui part avec un disque dur le soir et qui l'amène à la maison, tu sais. Parce que dans la vraie vie, justement, ça m'amène à ça. Justement, c'est quoi les exemples? Donne-moi des exemples, là, vraie vie, là, tu sais, parce que quand on s'imagine un bris de sécurité ou tu sais, on imagine un hacker avec une cagoule dans un sous-sol de loin qui va aller craquer le système. C'est pas de même ça se passe nécessairement. Ça peut se passer comme ça. Oui. Mais tu sais, quand on a un système local de DMS dans notre concessionnaire automobile, puis que c'est PBS, exemple, puis qui n'est pas hybride, mais qui est local, il est dans le réseau, il y a beaucoup plus de sécurité qui peuvent être orientées alentour du PBS qui est là. Par contre, les informations qui sont à l'intérieur, si quelqu'un a accès à ces informations-là, autant planter une clé USB, puis planter un mouchard ou peu importe dans le parc, ben, il peut aussi le planter sur d'autres postes de travail. Tu sais, les ports USB, est-ce qu'ils sont verrouillés sur vos postes de travail? Est-ce que la compagnie de TI avec qui je vais communiquer, quand on fait notre analyse, on parle au fournisseur, est-ce que les ports USB sur les postes ont été verrouillés? Est-ce que n'importe qui peut planter ça? Les postes sont ouverts le soir. Est-ce que les portes de bureaux se barrent? Les bureaux des concessionnaires, le FNI, les dossiers qui traînent sur le bureau, est-ce que les portes se barrent? Est-ce qu'il y a un lien entre le service et les ventes? Ou c'est ouvert le matin, mais que les ventes ne sont pas ouvertes, puis que les gens qui vont au service peuvent se promener dans le showroom, puis les portes sont ouvertes? Est-ce que c'est le cas? C'est d'amener certains correctifs. Mais il y a une certaine culture, il y a une formation, il y a de la formation à amener au travers de ça. C'est pas à moi de donner cette formation-là. Par contre, d'arriver puis d'avoir une bonne vision de comment ça se passe chez un concessionnaire. Avec ceux qu'on a vus à date, on s'est fait une bonne tête de la situation. Et c'est pour ça que présentement, le rôle est quand même assez aisé. Fait que dans le fond, quand vous arrivez, là, vous faites justement l'ensemble de cette analyse-là. Vous parlez à tout le monde qui peut être impliqué ou qui peut être en contact avec ces informations-là, et ainsi de suite. Une fois que vous avez un bon portrait, là, un bon scan global de la situation dans le concessionnaire, par la suite, justement, les étapes qui suivent, c'est la mise en application de certaines recommandations. J'imagine vous arrivez avec une genre de, on va appeler ça une to-do list. Là, il y a un rapport là, qui émane de ça. Okay. Puis, il y a des subventions aussi qui sont accessibles par l'entremise de ça. Donc, ce rapport-là va servir à aller chercher la subvention, puis ça couvre des frais. Ça peut aller jusqu'à 15 000. Donc, quelqu'un qui entame les démarches de la bonne façon, crée son comité à l'interne, il y a une démarche qui est faite pour aller chercher sa subvention. Il y a une analyse de cartographie générale qui est faite. Il y a un rapport qui est émis. Et à partir de là, ben, l'équipe qui est en place au sein du comité peut se pencher sur les correctifs à appliquer à l'interne. OK. Fait que, et je suis content que tu m'amènes là parce que justement, ça faisait partie des éléments. Là, on parle, ça peut sembler gros, là, évidemment, on parle de beaucoup de choses à analyser et potentiellement d'actions à prendre par la suite. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que ça va représenter un certain nombre de dépenses en ressources, que ce soit en temps, en énergie ou aussi en argent. Fait que justement, donc, ce que je comprends, c'est que les concessionnaires ne sont pas laissés à eux-mêmes en termes de, voici ce que tu dois faire, tu as jusqu'au mois de septembre pour le faire, puis ça pourrait potentiellement te coûter plusieurs milliers de dollars juste en rectification et ainsi de suite. Donc, il y a une subvention qui est disponible, qui existe pour ça. Il y a des subventions qui sont en place, puis qui sont possibles d'aller chercher pour justement venir couvrir l'ensemble des frais de départ pour au moins encadrer. Nous, la subvention couvre l'ensemble des besoins qu'on amène au départ. Donc, il faut comprendre que le concessionnaire, à partir du moment où il y a son rapport de son côté, nous, avec le rapport, en plus de ça, on s'assure que les premières étapes du concessionnaire sont complétées pour l'année de septembre 2022. Donc, on s'assure que le site web
a les informations nécessaires. On fournit la plateforme où on a le registre qui est présent. On a le formulaire de la Commission d'accès à l'information qu'on a adapté dans nos systèmes sous forme de questions à compléter en cas de sinistre. Donc, on fournit ça aussi qui vient avec gratuitement avec l'évaluation qu'on fait. OK. L'autre point qui est important au travers de ça, c'est que oui, ça peut sembler gros, ça peut sembler négatif, alarmiste, mais ça a été pensé pour amener 2023-2024 à justement être conforme. Mais la beauté de cette chose-là, c'est que quand on va arriver en 2023-2024 et que le consentement du citoyen, du consommateur, qui se devra d'être clair, éclairé et explicite, va faire en sorte que les données, les informations qu'on va avoir au sein d'un concessionnaire ou d'une entreprise quelconque vont être nettoyées. On va avoir gardé l'information qui va avoir été pertinente selon ce qui est demandé aussi dans les différents critères par la Commission d'accès à l'information. Donc, on va avoir gardé ce qui était nécessaire de garder. On va le garder en fonction du consentement qui va avoir été donné du client et du consommateur. Et ça va faire en sorte que ces données-là qui vont rester vont devenir ce qui va pouvoir être utilisé dans le nouveau marketing. Parce qu'on ne se cachera pas que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans 3 ans au niveau du marketing, ça ne sera pas la même game. Puis là, tu m'amènes justement sur le terrain du consentement en termes de changement important au niveau de ce qui devra ou ce qui pourra être fait du côté des concessionnaires automobiles. Il y a un paquet de choses qui vont changer, là, que ce soit au niveau justement de l'utilisation des cookies, du remarketing tel qu'on le connaît aujourd'hui. Justement, tu viens de parler donc du consentement ou du non-consentement. Fait que si j'arrive, je reçois une infolettre, je me désabonne. Est-ce que ça me désabonne de l'ensemble des communications du concessionnaire? Est-ce que j'ai l'option de... Il y a tout ça aussi, parce qu'en ce moment, on le disait tantôt, c'est pas centralisé, fait que c'est difficile de dire, moi, tu m'envoies une infolettre avec MailChimp, là, qui est là, tu le vois, zéro connecté avec le reste de tes... T'en as un parfait exemple encore, mais c'est comme ça pour vrai la réalité du terrain. C'est comme ça pour vrai. Et l'objectif est de faire en sorte justement que ça soit encadré, épaulé, qu'on fasse le ménage là-dedans, puis qu'on s'assure que qu'est-ce qui va rester dans le data lake, dans le data warehouse, qu'on ait des données qui sont propres, conformes, qui rencontrent le consentement. Et ça va amener une chose positive au niveau du concessionnaire. Premièrement, ça va limiter les impacts. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir faire du marketing de qualité, puis accompagner ses clients de qualité. Mais en plus de ça, sa réputation envers tous les gens qui achètent des voitures, qui est une majorité des gens au Québec, la crédibilité, l'ensemble de la confiance qui va être établie. Parce que je te dirais que si une entreprise, et c'est mon opinion personnelle, ne fait pas ce qu'il y a à faire dans les prochaines années, il y a un risque de pérennité. Parce que, on le sait, il y a énormément de compétition dans le domaine automobile. Le marketing faisait en sorte que ça différenciait certains joueurs, mais là, nous sommes à l'ère où tout le monde va retomber à la case 1. Qui va se rendre à la case 1 en premier? Qui va encadrer son client? Qui va l'épauler? La rétention du client? La conquête, la façon de conquérir des clients va changer, ça c'est certain. Écoute, c'est super intéressant. Puis tu sais, quand on parle de marketing, on parle de justement quand on va avoir accès ou quand on va avoir cette intelligence d'affaires-là de pouvoir accéder de façon complète, détaillée et juste à notre base de données de clients, à nos first party, nos données de première partie, celles qui nous appartiennent et pour lesquelles on a le droit d'utiliser, dans le fond. Ça va faire en sorte que, tu sais, le fameux principe de marketing d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Exactement. Ça va faciliter justement de pouvoir utiliser ces informations-là à bon escient et de la bonne façon pour que les clients reçoivent des messages qui s'adressent vraiment à eux, qui sont personnalisés, qui tiennent compte de leur situation personnelle et qui vont leur donner le goût de revenir en concession. Ils vont dire, OK, ils me connaissent, ils connaissent ma situation. C'est pas un message générique que je viens de recevoir, c'est quelque chose qui s'adresse à moi puis qui me donne envie de continuer de faire affaire avec les autres. Exactement. Puis tu sais, l'ère des
des entreprises de vente privée qui achetaient des listes sur Internet pour placer des appels en boucle. C'est révolu. On est rendu maintenant à l'ère où on doit justement avoir un impact significatif dans le domaine automobile pour se positionner. Oui, le marketing va changer. On a une bonne vision en Europe de qu'est-ce qui s'est passé avec le RGPD. Puis, avec tout ce qui arrive au niveau des réglementations québécoises aussi, on voit là, les entreprises du côté de l'Europe, comment ils ont fonctionné. Puis, tu sais, quand on parle d'un site web, aboutit sur un site web, et là, en Europe, tu as les conditions d'utilisation sur un bandeau, faut que ça soit clair. Faut pas que tu viennes inciter un client à venir accepter ou refuser des cookies. Ça peut pas être la même couleur. Ça peut pas être un message marketing, justement. Exact. Il y a un opt-in. Après ça, tu te ramasses avec catégoriser l'ensemble des informations qui vont être collectées. Puis par défaut, ça doit être désactivé. Donc, c'est le refus. Si je fais rien, c'est un refus. Exactement. Je dois aller sélectionner ce que je veux. Le no consent. Okay. C'est un changement de paradigme important. Là. No consent, no tracking. C'est vers ça que ça tend à aller et c'est vers ça que ça va aller aussi. Et c'est là que ça va changer de façon significative tout l'ensemble du marketing, mais faire en sorte aussi que le citoyen va être protégé au travers de ça. Ouais. Fait qu'il y a deux personnes là-dedans. Là. Il y a la personne et le domaine et l'entité. Tout le monde est protégé au travers de ça si tout le monde fait ce qu'il y a à faire. Tu sais, le client, le consommateur, on s'en va vers le droit à l'oubli, là, parce que c'est dans les prochaines années jusqu'en 2024. Prendre le téléphone, envoyer un message, dire « Moi, je veux que l'ensemble de mes informations que vous possédez sur moi, j'en veux une copie. » Clair, détaillé, ainsi de suite, et je veux effacer l'ensemble des informations qui sont chez vous. Ça, c'est une chose. Wow. Fait qu'aujourd'hui, on s'entend qu'aujourd'hui, tu appelles dans un concessionnaire automobile où tu vas au service, tu as envoyé une coupe de leads, tu as acheté quelques voitures au fil du temps, de faire cette demande-là, ça va être du travail. Là. Tu fais cette demande-là en date d'aujourd'hui, je parle, dans le concessionnaire moyen. Ils sont capables de trouver l'information, je te dirais. Oui, mais elle est à différents endroits, dans différents systèmes, toutes séparés. Mais tu n'as pas de délai pour transférer l'information, j'imagine. Je ne veux pas me prononcer sur l'application de la loi, là, mais l'ensemble des informations que les concessionnaires automobiles possèdent, ils les ont. Il faut qu'ils prennent le temps de sortir cette information-là et de les donner à qui de droit, mais si c'est demandé. Ceci étant dit, c'est au niveau des années qui vont suivre. OK. Je veux revenir sur justement l'ensemble de ce qui doit être fait, notamment en 2023, et sur le rôle du manufacturier versus le concessionnaire dans tout ça. Parce que c'est gros, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire, puis il y a certains éléments qu'on pourrait dire, ben ça, c'est le manufacturier qui va s'en occuper, puis moi, j'ai pas nécessairement en tant que concessionnaire, à moi faire ces démarches-là. Parle-moi un petit peu de la relation entre les deux, puis aussi peut-être des différences parce que la loi 25, c'est au Québec, donc il y a un certain nombre de choses qui sont de nature fédérale, mais que la loi fédérale, disons, ne va pas aussi loin que la loi provinciale. Ben écoute, au niveau des manufacturiers, les échanges que j'ai eus, certains d'une chose sont dans une situation qui est similaire aux concessionnaires. Ils ont aussi eu à traiter avec les lois fédérales et tout ça. Une chose est certaine, c'est que les manufacturiers ont remis un beau gros livre de l'information numérique à leurs concessionnaires franchisés pour leur dire voici les procédures, comment travailler à l'interne pour les différents départements et ainsi de suite. Ceci étant dit, si je vais chez, exemple, Toyota Canada, ben, sur les bureaux le soir, tu ne verras pas de papier traîné, puis les portes vont être verrouillées, ainsi de suite. Donc, il y a déjà des procédures à l'interne qui existent chez ces manufacturiers-là qui sont implantés. Est-ce que c'est appliqué ou non? Ça, je ne peux pas te le dire. Mais une chose est certaine, c'est qu'eux, de leur côté, à partir du moment où que tu deviens une entreprise opérante au Québec, tu traites des données, tu as de l'information en clair, tu as des renseignements personnels qui sont là. Quand tu es capable d'identifier quelqu'un au niveau de tout ce qui touche les informations au niveau de la Commission d'accès à l'information,
à partir du moment, je crois sur le site web, puis corrige-moi si je me trompe, mais sur le site web de la Commission d'accès à l'information, un renseignement personnel, tu es en mesure d'identifier quelqu'un, nom, adresse, numéro de téléphone, ainsi de suite, adresse courriel. Ceci étant dit, ces données-là, ils les ont le concessionnaire. Fait que le rôle qu'ils ont à jouer, ce n'est pas aux manufacturiers de venir gérer leur franchise à l'interne au niveau de l'ensemble des informations qui vont... Oui, ils leur donnent une marche à suivre. Oui, ils s'assurent qu'ils respectent les règles de la franchise. Mais de là à aller gérer chaque employé individuel ou chaque personne, ils ont un rôle de gestion, les concessionnaires en tant que franchisés. Et je crois, et c'est mon humble avis, que le manufacturier de son côté, lui, a aussi son baluchon à gérer. Et du côté des concessionnaires, ben, ils ont leur aussi à gérer. Mais une chose est certaine, c'est que selon les informations que j'ai eues, c'est le rôle du franchisé de gérer l'ensemble des informations qui lui passent entre les mains. OK. Fait qu'à ce moment-là, le manufacturier va vraiment s'inscrire dans la liste des ressources ou des endroits vers qui le concessionnaire peut se tourner pour avoir un certain nombre de guidelines, de lignes directrices, de conseils, de meilleures pratiques pour se conformer et appliquer cette loi-là. Fait que, si on résume au niveau de ces ressources-là, ben, on a justement vos juristes, vos avocats. C'est la première personne vers qui se tourner. On a parlé de la boîte à outils de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, la CCAQ. On va d'ailleurs mettre le lien là, vers la boîte à outils si jamais vous l'avez égaré, si vous l'avez pas reçu ou quoi que ce soit. On va insérer le lien dans les notes de l'émission. Et sinon, ben justement, ensuite de ça, pour pouvoir mettre de l'avant et commencer à se diriger vers ces nouvelles conformité-là. On peut avoir accès à des ressources comme par exemple InfraInfo. Exact, ou sur LinkedIn directement me communiquer. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, de vous donner de l'information de référence pour être capable de mieux comprendre un peu ce qu'on fait. On a toujours une séance d'information au préalable qui est là. On prend le temps avec l'entreprise de faire le tour de ce qu'il y en est par rapport à l'exercice qu'on va effectuer. OK. Parce qu'on parle de se conformer, on parle de tout ce qui s'en vient. Là, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est justement, j'ai encore une fois la boîte à outils sous les yeux. Je vais lister ce qui s'en vient en 2023. Oui, et je vais t'appeler à commenter chacun, en tout cas, ou à amender les choses que je mentionne, voir ce que tu en penses. Puis ensuite de ça, en terminant, je veux qu'on parle justement de c'est quoi les risques? Parce que là, on parle il faut se conformer, il y a des deadlines, il y a une nouvelle loi qui arrive en application. C'est quoi les risques de ne pas le faire? Puis en fait, allons là en premier, puisque je te lance la question. Parce que tu le disais tantôt, c'est une loi qui a un certain mordant. Donc, il y a des conséquences à prendre ça à la légère et à ne pas nécessairement prendre les actions requises là, pour être conforme. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois que les informations au niveau de la Commission d'accès à l'information et du gouvernement ou la boîte à outils, c'est dans les alentours de jusqu'à 25 millions de pénalités ou 2% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même des sommes qui peuvent être considérables. Mais je ne veux pas m'avancer parce que je ne sais pas trop les informations. Il y a d'autres critères par rapport à tout ce qu'il y en a au niveau de la sévérité. Mais je te dirais que c'est des montants qui sont quand même assez faramineux. Là. Donc, il y a des pénalités financières à prévoir là, assez importantes là, après, avec ces informations-là. Mais au-delà du montant, au-delà de qu'est-ce que du chiffre d'affaires, il y a quand même la crédibilité que tu vas avoir. Il y a quand même tout ce qui va toucher ta clientèle. La Commission d'accès à l'information publie aussi, si je me trompe, l'ensemble de ceux et celles qui ont eu des sinistres de déclarer. Donc, c'est sûr et certain, ça paraît moins bien quand ça arrive. Je te dirais qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il n'y a pas un parc informatique qui est à l'abri à 100%. Et pour ceux et celles qui vous vendent l'idée que ça se vend à 100%, là, une sécurité, ça ne se vend pas à 100% parce qu'il peut y avoir des brèches de sécurité qui peuvent survenir. Fait que plus l'investissement au niveau de la cybersécurité, au niveau des analyses physiques et numériques sont faits de façon stricte et profonde,
plus ça c'est fait, c'est sûr que plus il y a de coûts, mais plus les risques au niveau des incidents vont diminuer. Donc, tout est une question de courbe là-dedans. Les risques vont diminuer, puis je présume aussi, puis ça, on pourra, encore une fois, on va inviter les gens à se référer à leurs avocats là, pour vraiment bien connaître ce que ça représente. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où l'entreprise fait des efforts, déploie des démarches, tente justement de suivre les recommandations, de se mettre conforme, je présume que la conséquence, si jamais il y a un incident quand même, ne sera pas la même qu'une entreprise qui est encore au point de départ et qui n'a absolument rien commencé. Je ne fais pas partie des agents de la Commission d'accès à l'information. Donc, je ne peux pas te dire comment eux vont venir quantifier. Mais une chose est certaine, c'est que les procédures, le rapport ou les évaluations de recommandations qui vont avoir été faites vont devenir un outil qui est fondamental avec le comité, puis va faire en sorte que le guideline qui va avoir été établi va au moins amener à ce qu'il y ait le moins possible de marge de manœuvre. Ceci étant dit, je ne fais pas partie des agents de la Commission d'accès à l'information, puis je ne peux pas te dire s'il va y avoir un impact. Et là, on va voir aussi comment la loi va être appliquée. Sans avoir des jurisprudences, il y a un paquet de trucs qui vont suivre. Ben, tu me disais tantôt, hors entrevue, que dans certaines industries, pas nécessairement dans l'automobile, là, mais que déjà dans certains cas, dans certaines industries, il y a déjà certains recours collectifs qui sont en préparation, ou en tout cas c'est certain. Mais à tous les fois, il arrive une nouvelle loi, il y a souvent des recours collectifs qui sont là et qui sont présents. Il faut comprendre une chose aussi, on a des grands joueurs qui sont là dans les différentes industries, qui est la GAFA, et tous ces gens-là ont accès à une mine d'informations aussi, avec lesquelles ça transige par les différents consommateurs. Donc, c'est de voir, parce qu'on a vu là, la semaine dernière, Home Depot, qui a été pris d'une situation où ils ont pompé un ensemble d'informations dans Facebook. C'est tout ça aussi. Tout le monde essaie de s'éloigner de ce genre de situation-là et de jeter le singe sur l'épaule d'un autre. Mais la vraie réalité, c'est qu'on a chacun notre part de responsabilité. Puis c'est justement l'objectif d'implanter une culture qui va être saine. Puis par la suite, de toute façon, l'ensemble des informations qui vont être claires, nettes et précises vont faire en sorte que dans les prochaines années, on va être d'équerre pour justement venir travailler de concert avec le client et d'avoir une bien meilleure visibilité au niveau de la crédibilité au sein des entreprises là, du domaine automobile. Excellent. Fait que si on fait le tour de ce qui s'en vient, donc pour septembre 2023, la liste, là, selon la boîte à outils de la CCAQ, de ce qui doit être fait. Premier élément, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Moi, mon opinion là-dessus, les facteurs de risque qui est relié à la vie privée, il est certain que si une entreprise a à prendre son DMS, son CRM, à changer son DMS ou son CRM, on devra procéder à une évaluation de facteurs de risque. Pourquoi? Parce que les informations à l'intérieur vont devoir être déplacées d'une structure à une autre. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu fais de la portabilité d'informations, il doit y avoir un facteur de risque qui est présent et il devrait y avoir une évaluation de facteur de risque qui, selon moi, est fondamentale dans ces changements-là. Obligation d'information et de transparence. Demande à ton juriste. Non, mais information de transparence. Ouais. Tu sais, on peut interpréter ça puis avoir une opinion là-dessus. L'opinion que j'ai, c'est de l'information, de la transparence. On comprendra que nos clients devraient être avisés déjà là. Combien qu'il y a de puis je vais te donner un exemple d'information de transparence. Combien qu'il y a d'entreprises qui ont des systèmes téléphoniques, qui placent des appels, puis c'est enregistré. Combien de fois tu as reçu un appel, toi, puis qu'on t'a dit simplement pour t'aviser qu'en ce moment, la conversation va être enregistrée. Oui, sur souvent des systèmes automatisés, on va entendre cette information-là. Ouais. Mais de vive voix de quelqu'un, pour des fins de qualité ou de service, c'est quoi ce souci de transparence? C'est mon humble avis, là.
OK. Quand tu parlais des données justement qui sortent, je reviens là-dessus parce que ça veut dire notamment que vos fournisseurs, dont les serveurs sont installés hors Québec, ben ça, il y a des actions à prendre même par rapport à ça, là. Ben, écoute, de mon humble avis, il est certain que si on parle de données transigées hors Québec, il y a une réflexion à faire. Il y a une chose qui est certaine, par exemple. Les données qui ne doivent pas être utilisées ou qui ont expiré, parce qu'il y a des délais là, dans la loi à quelque part, là, doivent être encryptées sans rétroaction, donc être capable de pas reverse engineering, mais pas être capable de rétroverser l'information et de revenir à cette information initiale de départ-là. Et si elle est stockée, elle peut être utilisée pour faire de l'intelligence artificielle ou peu importe, mais ceci étant dit, les informations qui sont sur les serveurs et tout ça, si une bonne cartographie initiale de départ a été faite, s'il y a eu une analyse au niveau de la cybersécurité, si le comité est conscient de tout ce qu'il y en est, où les données sont hébergées, à partir de ce moment-là, ça nous donne une bonne idée de savoir qu'est-ce qui peut être fait, comment ça peut être amélioré. Et c'est là aussi que votre avocat, l'avocat des concessionnaires automobiles, avec le comité, vont être en mesure de prendre les bonnes décisions qui s'imposent par rapport à ça. Et l'application de la loi, c'est lui qui va être la personne ressource à venir vous donner ces informations-là. OK. Fait que, sinon, il y a beaucoup de choses. Là, à partir de septembre 2023, ça passe des technologies d'identification, de géolocalisation et de profilage. Oui, exact. Nouvelles exigences en matière de consentement. On en a parlé tantôt. Protection de la vie privée par défaut. Exact. Ce qui veut donc dire que... Les sites web, comme on a mentionné tantôt. C'est d'abord un refus jusqu'à temps que la personne sélectionne que oui, je t'autorise à... Il y a une gestion à faire là-dedans parce que je peux demander à ce que je veux réavoir l'autorisation que vous réutilisiez mes informations. Il y a tout ça, là. Exception au consentement pour l'utilisation de renseignements personnels. Donc, il y a des exceptions, il y a des choses à prévoir aussi. Je ne connais pas les exceptions qui peuvent... Prise de décision automatisée. Oui, donc l'intelligence artificielle, prise de décision automatisée. Biométrie aussi, je crois, qui suit l'ensemble de ces... Communication de renseignements personnels à l'extérieur du Québec, on vient d'en parler. Donc, tout ce qui sort de la province en termes de data. Communication de renseignements personnels à un fournisseur de services. Exact. Conservation et destruction des renseignements personnels. Oui. Droit à l'oubli. Tu l'as mentionné tantôt. Je suis un client, je m'en viens en concession et je te demande de m'oublier de tes systèmes. Tu dois être capable de le faire. Exact. Nouveau mécanisme de mise en œuvre. Là, faudra voir là, ce que ça implique nécessairement. Mais donc, bref, si on résume. Il y a énormément de matériel et de matériel dans l'assiette. Il faut simplement être capable de savoir prendre le bon bout. Et tu sais, j'ai parlé de cybersécurité tantôt. Là, en ce moment, il y a des sentiments de panique qui sont présents. C'est important de mentionner qu'il ne faut pas se laisser tenter puis prendre une ligne directrice qui est différente des obligations qui sont là en place. Nul n'est ignorant de la loi, mais aussi faire en sorte que les besoins soient couverts au sein du concessionnaire. Et là, je m'explique là-dessus. La cybersécurité, c'est fondamental. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais de planter un mouchard dans un scan de réseau pour savoir s'il y a des ports d'ouvert, pour savoir s'il y a des documents qui pourraient traîner, oui, c'est important au niveau de la cybersécurité. Oui, c'est important qu'il y ait une analyse comme celle-là qui soit faite. Mais il ne faut pas oublier que sur le terrain, il y a des gens qui sont là, il y a des humains. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il ne faut pas oublier ça à la base, c'est ce qui est fondamental. Donc, tout ce qui est formation, tout ce qui est sensibilisation, ça va venir dans un prochain futur. Okay. Mais d'abord et avant tout, s'il n'y a pas de cartographie, on ne sait pas où sont les informations, on ne sait pas par où commencer, on ne peut pas en venir à avoir des données qui sont propres, qui sont nettoyées du consentement et ainsi de suite, et travailler dans un prochain futur, soit du marketing, soit de l'intelligence artificielle. C'est tout vers ça que ça tend à aller. Et si ces étapes-là ne sont pas faites, comme je te dis, par rapport aussi à tout ce qui est demandé au niveau de toutes les réglementations, c'est une belle chose qui s'en vient pour les concessionnaires. C'est sûr que d'un aperçu extérieur, en dehors de la boîte, on regarde ça et on fait « Ouf,
Ça a de l'air immense. On ouvre une canne de verre, mais c'est pas le cas. Et dans les faits, donc, il y a des ressources, Ouais. il y a de l'aide disponible, Ouais. il y a des subventions même financières Oui, disponibles. exactement. Fait que toutes ces ressources-là, tous ces liens externes-là vont être déposés dans les commentaires en dessous de l'épisode. Si jamais les gens ont plus de questions, quoi que ce soit, veulent Ils peuvent en venir savoir. sur moi, sur LinkedIn, échanger avec moi, ça va me faire plaisir de le faire. Allez voir les publications qui ont été faites aussi sur LinkedIn. Ouais. On parle beaucoup de ce qui touche par rapport aux données, aux data, au renseignement personnel, mais aussi de la façon que c'est géré, ce qui a été vu ailleurs, comment ça a été interprété, comment les lois se sont appliquées, et ainsi de suite. Donc, passez le temps, aller au niveau de mon LinkedIn et faire la vérification de ces publications-là qui ont été faites. Carl Boyer de la compagnie Infra Info, merci beaucoup d'avoir brisé la glace avec nous pour ce premier épisode de Automédia. Et bonne chance. D'après moi, tu vas être occupé pas mal en 2023. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Ça a été un grand plaisir de faire le tour de ce dossier-là, Loi 25, avec vous. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, j'aimerais savoir, entre autres, comment vous vous préparez, comment vous entrevoyez justement la prochaine année avec l'ensemble des changements qui s'en viennent. Où est-ce que vous en êtes dans le processus? Est-ce que vous avez des craintes, des inquiétudes, certains éléments qui vous tracassent par rapport à tout ça? Déposez-nous ça dans les commentaires. On veut discuter avec vous de la situation, puis évidemment inclure M. Boyer et son équipe dans la conversation aussi, qui seront là notamment pour nous aider. Carl, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Merci tout le monde. À bientôt.